Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Le talk de Label Radio et Télévision aujourd'hui a décidé de parler d'un sujet un peu particulier, un sujet qui est en rapport avec notre santé, mais ne vous en faites pas, c'est un sujet certes qui parle de notre santé, mais très peu de lien avec la crise du coronavirus que nous connaissons en ce moment et qui fait beaucoup de bruit. Pour ce faire, nous avons avec nous un médecin, le professeur Pierre Nzogé Nguema. Il est anesthésiste, il est réanimateur et il est aussi algologue. C'est cela. Alors, nous avons décidé de parler aujourd'hui de l'algologie. C'est ça. L'algologie, c'est la douleur. C'est la science qui étudie la douleur, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, c'est un sujet, nous pensons, qui est important et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité. Alors, quel intérêt de parler de la douleur en matière de médecine et de la douleur comme intérêt pour le public? Alors d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue les téléspectateurs africains qui nous suivent. Alors quel intérêt? La douleur, c'est un peu comme la poussière, c'est-à-dire elle s'invite partout et il n'y a aucune spécialité en médecine qui ne soit pas concernée par la prise en charge de la douleur. Malheureusement, jusqu'aux années 80-90, notamment en Afrique, on nous a pratiquement pas enseigné la douleur. On nous l'a cité comme étant un signe dans les différentes manifestations pathologiques qu'on nous enseigne, mais sans l'identifier comme étant un facteur pouvant parasiter et même donner un accent pronostic aux différentes maladies qui vont concerner les patients. Alors, l'intérêt, donc, je disais, il est général. Pour vous donner une idée, moi, je suis anesthésiste réanimateur. On s'occupe également de la prise en charge des malades aux urgences. Dans un service des urgences, la consultation de la douleur, c'est 7 à 8 patients sur 10, quel que soit le motif pour lequel ils viennent. Et donc, vous comprenez toute la pertinence de la problématique. Et de ce point de vue-là, il est assez important que les gens soient suffisamment interpellés, formés, et qu'ils puissent répondre à la demande du patient. Parce interpellés à la fois dans votre secteur d'activité, les médecins, tout le personnel soignant, mais aussi au niveau du public. Absolument. Absolument. Tout le monde expérimentera la douleur dans son jeune âge et tout au long de sa vie jusqu'à la fin. Et plus on va vieillir, plus on va avoir mal. Parce qu'il y a des douleurs qui sont liées à la sénescence du corps. Et la douleur, pour situer le problème, c'est quoi d'abord la douleur ? Si vous me permettez, je vais la définir. En fait, la douleur, telle que nous pouvons la lire dans le dictionnaire, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Chaque mot vaut son pesant d'or, liée à une lésion qui est là ou qui n'est pas là. On peut avoir mal sans avoir une lésion, c'est-à-dire on peut fabriquer même de la douleur. Ou décrit par le malade comme étant en rapport avec une telle description. Ça, c'est la définition scientifique et littéraire de la douleur. Donc, lorsque nous allons être en face d'un patient qui a de la douleur, il faut tenir compte d'un certain nombre de ces éléments-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est une expérience? Si c'est une expérience, est-elle désagréable? Parce que ce qui est ressenti désagréablement par vous ne sera pas forcément le cas pour moi ou pour l'autre sujet lambda. Il y a des expériences dans la vie où « faites-moi mal, ça me fait du bien », alors que c'est de la douleur qu'on demande à l'autre de produire sur soi pour pouvoir avoir de la douleur. On n'a pas besoin de faire un essai là-dessus, je pense que les téléspectateurs me comprendront. Donc la douleur, elle est liée à la personne, elle est personnalisée, elle est identitaire, elle est liée également à notre profession, à notre culture et à tout ce que l'environnement a pu nous apporter comme expérience sensorielle également. Il existe des maladies sans douleur? Il y a des maladies sans douleur. Je prends un exemple. C'est peut-être rare. Les maladies de la peau, par exemple, pour la plupart, parce qu'il y a des cancers de la peau, ça va faire mal à un moment donné. Mais les maladies sans douleur, ça existe. La douleur va apparaître à partir du moment où on va la prendre en charge. On va faire une biopsie, on va faire une piqûre, on va faire un prélèvement pour pouvoir asseoir le diagnostic, envoyer des prélèvements de sang au laboratoire, il faut piquer. Là, on va avoir de la douleur. Et ces douleurs doivent être prévenues. C'est obligatoire. Enfin, ça fait l'objet de lois dans les pays occidentaux. C'est en train de le devenir chez nous. Parce que nous n'avons pas le droit d'avoir mal. Parce que la vocation de la médecine, ce n'est pas de faire mal.
Maintenant qu'on le sait, il devient de plus en plus intolérable de continuer à faire les soins comme cela a été le cas jusqu'à maintenant dans nos différents hôpitaux et nos différents pays. La douleur, de façon triviale, c'est quelque chose qui fait mal, au corps, mais et à l'esprit. Absolument. La douleur va avoir ceci de... je me permets de dire, de génial. Mais de manière hypocrite, c'est-à-dire que la douleur va toucher toutes les dimensions de l'humain. Il y a la dimension comportementale, on n'est pas le même lorsqu'on a mal que lorsqu'on n'a pas mal. Prenez une rage de dents, la personne qui a mal à la dent, du simple fait que ça fait mal et que ça ne lui permet pas de pouvoir manger, même parfois de s'hydrater, il n'est plus le même. Chez les enfants, c'est encore beaucoup plus théâtral parce que l'enfant va se rouler par terre, va exprimer ça de manière tout à fait ostentatoire. Ça va toucher la dimension spirituelle. Pour certaines douleurs, les personnes vont être amenées, parce qu'elle dure, parce qu'elle est très intense, à l'interpréter d'une certaine manière que ça ne peut pas être une douleur corporelle classique, c'est plutôt une malédiction, c'est peut-être un fusil nocturne, ou éventuellement une atteinte diabolique, de personnes qui en veulent à la personne. Et de ce point de vue-là, la spiritualité va rentrer en ligne de compte. Ça va toucher la dimension cognitive. L'attention est forcément entamée. En ce sens que quand vous avez mal, vous n'avez pas envie de regarder la télévision, de lire un journal, d'aller faire un travail qui vous demande l'attention. Encore moins de sourire. Encore moins de sourire. Donc tout ça va englober la personne avec P majuscule, non, sa totalité dans sa globalité, et ça va détruire sa vie au quotidien. Et lorsque vous recevez des patients de ce genre-là, il ne s'agit pas tout simplement de leur administrer des calmants, il va falloir les prendre en charge de manière globale. Donc, une prise en charge holistique qui va faire en sorte que nous allons tenir compte. Le musulman n'interprète pas la douleur de la même manière que le catholique pas de la même manière que le juif, et ainsi de suite. C'est spécifique, ça a été étudié. Et même au niveau du sexe, la femme supporte mieux la douleur que l'homme, donc son interprétation de la douleur n'est pas la même. L'enfant, c'est la même chose. En fonction de l'âge... L'enfant, c'est-à-dire l'enfant supporte mieux? L'enfant supporte mieux, je prends l'exemple de la poussée dentaire. Une poussée dentaire, par exemple, elle fait très mal. Mais très peu d'entre nous s'en souviennent. L'enfant, il va être plutôt prostré, donc il ne va pas manifester beaucoup de signes. Il aura de la fièvre, il ne va pas avoir envie de jouer, il ne va pas avoir envie de prendre son biberon ou éventuellement manger s'il commence à manger solide. Tout ça fait qu'on a pu étudier cela et comprendre que l'enfant supporte plus la douleur que l'adulte. La femme supporte plus la douleur que l'homme, sexe masculin. Et l'homme, la personne de bureau, la personne citadine, supporte moins bien la douleur que le paysan. Le maçon supporte mieux la douleur que nous, ainsi de suite. Chez les Maasai également, ça a été très bien étudié. L'accouchement, ce que nous constatons, par exemple, dans les salles d'accouchement ici au Gabon, les femmes ouest-africaines ne manifestent pas la douleur de la même manière que les femmes de l'Afrique centrale, notamment les Gabonaises. Les Gabonaises sont plus ostentatoires face à la douleur de l'accouchement que les femmes ouest-africaines. Tout ça a également été étudié. Autrement dit, c'est le mot de l'âge. Tout ce que nous avons vécu, qui a fait de nous l'identité que nous avons au moment où nous sommes confrontés à la douleur, qui va être à l'origine de cette expression et de cette gestion de la douleur. Et puis vous avez les philosophies stoïciennes. Pour les stoïciens, la douleur n'existe pas. Mais qu'à cela ne tienne, on a des outils pour pouvoir identifier le niveau de douleur dans chacun de ces cas-là et administrer les thérapeutiques qu'il faut pour pouvoir soulager le patient correctement. Et justement, il existe des différents types de douleurs. Alors, il y a différents types de douleurs. On va essayer de simplifier pour faire ça. Vous avez la douleur toute fraîche. Je fais du bricolage, je me tape le marteau sur le doigt. C'est la douleur aiguë, où je sors du bloc opératoire pour quelque intervention que ce soit. Cette douleur fraîche, elle est aiguë. On appelle ça douleur aiguë. Et si malheureusement on ne calme pas bien cette douleur va s'imprimer au niveau du cerveau. On essaie de parler simple pour ne pas rentrer dans des considérations physiologiques de médecine sophistiquée. Donc elle va s'imprimer dans le cerveau, je disais, et en s'imprimant dans le cerveau, elle va laisser une trace. Et cette trace-là, lorsqu'elle s'est imprimée, et ça prend à peu près 3 mois et plus, c'est ça qui est plus difficile à effacer. Parce que elle s'est imprimée. Elle devient chronique. Elle devient chronique. Je dis, on ne s'habitue pas à la douleur, mais la personne tient compte de la douleur pour sa vie au quotidien. Va boitiller, va utiliser une canne, va utiliser une orthèse pour pouvoir mieux positionner son membre, va boire des comprimés. Donc son schéma corporel change
pour qu'il continue à vivre et à être sociable, il va falloir qu'il utilise ces moyens-là, médicaux ou éventuellement orthopédiques, pour pouvoir se soulager. Un peu surpris quand même que l'algologie n'ait pas été prise en compte depuis longtemps, dans la mesure où on sait que pratiquement chaque maladie déclenche une douleur. J'allais dire de tout temps. Absolument. C'est une question de culture. Vous savez que la douleur, si vous ne le savez pas, je vous le dis, la douleur, elle est presque admise dans nos sociétés africaines. C'est pas qu'on soit sadomaso, mais là, je ne parle pas que de l'Afrique, hein. Je parle aussi de... Alors, la France, puisque j'ai connu les deux, après j'ai fini mes études à Marseille, en France, la France a 25 ans de retard sur les Nord-Américains, sur la prise en charge de la douleur. Mais ils ont vite fait de rattraper ce retard-là. L'histoire de la prise en charge de la douleur en France est partie du ministre Kouchner, qui... par rapport à une expérience personnelle familiale, a proposé ça au gouvernement de l'époque, puisqu'il était ministre de la Santé, et au président Mitterrand. Et face à cela, des lois ont été votées, et aujourd'hui, ces lois permettent, ou quasiment obligent, la formation de la douleur dans les écoles de médecine, de sages-femmes, d'infirmières, et la prescription, la mise à disposition dans les hôpitaux de tout l'arsenal thérapeutique qu'il faut, que la recherche trouve pour pouvoir soulager les malades. Donc la douleur est inadmissible. Maintenant, au niveau africain, vous comprenez qu'ayant déjà un retard au préalable vis-à-vis de l'Occident en général, hein, et notamment de l'Europe, si l'Europe a un retard vis-à-vis des États-Unis, les États-Unis et du Canada, mais nous allons avoir encore plus de retard, parce que tout vient de là-bas. Et on sait que lorsqu'une technique, lorsqu'une connaissance naît, avant qu'elle ne soit applicable en pratique en médecine, il s'écoule en moyenne entre 5 et 10 ans selon le domaine. Alors, je ne suis pas si vieux que ça, mais je l'ai introduit, je me permets de le dire, parce que je suis quand même le pionnier de la prise en charge de la douleur au niveau national. Dans les années 80, on est dans les temps là, par rapport à ce que je viens de dire, à savoir que c'est depuis les années 90 qu'il y a cet engouement, donc on a 10 ans, alors que la France a mis 20 à 25 ans, donc on n'est pas si en retard que ça, on est en train d'y arriver, et je pense au niveau national, gabonais, mais également au niveau africain, dans les colloques et les congrès, il y a des symposiums, il y a des tables rondes qui sont organisées sur la prise en charge de la douleur, et ça c'est tant mieux. Et donc vous avez dû aller faire une spécialisation ? J'ai complété, alors, c'est-à-dire, après avoir été médecin, praticien, absolument. Vous êtes allé faire une... Absolument. Parallèlement, je pratiquais, parce que ce sont des formations que vous faites en 2 ans, mais vous prenez une permission dans votre service et vous demandez à aller aux enseignements théoriques, mais vous avez également des enseignements pratiques. Les enseignements pratiques sont tellement indispensables. La médecine, c'est un métier qu'on apprend, c'est comme un apprentissage école. Vous êtes à l'école et vous venez en apprentissage. Les deux sont couplés. On ne peut pas apprendre la médecine rien que dans les livres et se suffire de ça. Il faut savoir ce que c'est qu'un malade qui a mal, un enfant qui a mal, un prématuré qui a mal. Parce que ça aussi, il y a eu un moment où on a pensé que l'enfant n'avait pas mal. Mais l'enfant, dès la 27e semaine, donc à partir du 6e, 7e mois de grossesse, il a tout l'équipement pour avoir mal dans le ventre de sa mère. Quand il naît, il a tout l'équipement, donc il a mal tout le temps. Mais savoir que cet enfant-là a mal, même s'il ne parle pas encore, il faut le voir, il faut le vivre, il faut l'avoir étudié, certes, mais il faut le vivre. Hein, ça vous permet de savoir que c'est prématuré, il a besoin de calmant. Pareil, un enfant, avant l'acquisition de la parole, avant d'aller à l'école, il faut savoir que tel signe correspond à un niveau de douleur. Chez les personnes âgées également. Chez les personnes âgées, la dignité de la personne âgée fait que, surtout africaine, il ne faut pas que devant ses petits-enfants, il ne faut pas que devant sa fille, son fils, il manifeste quelques signes de douleur que ce soit. Sinon, il perd une grosse partie de sa dignité. Surtout s'il est chef de village, chef de clan, patriarche, c'est encore plus difficile. Donc il a fallu que j'aille à cette formation, effectivement. Dieu merci, elle s'est bien passée. J'ai validé 2 diplômes de la douleur. J'ai sollicité qu'elle puisse être introduite. Depuis 4 ans maintenant, au niveau de la faculté de médecine, elle est enseignée, la prise en charge de la douleur. Et tant mieux, beaucoup de praticiens... Il y a de l'intérêt de la part des plus jeunes ? Ah oui, bien sûr.
Bien sûr, ça a suscité un engouement, un gros engouement, à tel point qu'aujourd'hui, dans la plupart des hôpitaux de Libreville, et je pense de l'intérieur, enfin, je parle avec des pincettes, en tout cas de Libreville, c'est quasiment devenu obligatoire dans la culture des médecins et même des infirmières, d'évaluer la douleur et d'administrer les calmants qu'il faut. Justement, quand vous parlez d'évaluer la douleur, nous sommes en pleine découverte de cette science-là. Est-ce qu'il y a une échelle, la douleur la plus douce, j'allais dire, jusqu'à la douleur insupportable? Bien sûr, bien sûr. Il existe même, si je vous donne un chiffre comme ça, il doit y avoir une cinquantaine d'échelles d'évaluation. Les échelles sont fonction d'abord de la culture de la personne. Il y a des échelles tellement abstraites que quelqu'un qui n'a aucune capacité d'abstraction ne peut pas être inclus dans ce type d'échelle-là. Je prends les enfants en bas âge. Lui, c'est le concret. On lui a dit, ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est... Voilà. L'enfant, lui, il pleure. Voilà. Donc, c'est bobo, mal, pas mal, bobo, pas... Voilà. C'est plutôt en bobo, bobo, pas bobo. Donc, il est que binaire. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas utiliser des échelles très élaborées. Et puis, vous avez des gens qui n'ont pas été, j'ai envie de dire, à l'école occidentale. Parce que l'école, c'est tout. Hein. À partir du moment où on apprend de tout, on est forcément à l'école de la vie. Donc, ces personnes, on ne va pas leur présenter une échelle qui va leur demander de nous donner une pondération numérique sur le niveau de douleur qu'ils ont. Il y a des échelles qu'on appelle des hétéro-évaluations. C'est-à-dire que c'est moi, extérieur à lui, ou un proche du malade, qui va, en fonction des signes qu'on lui demande de cocher, va les cocher et les pondérer, donner une évaluation. Vous avez également des échelles en psychiatrie, chez les fous, pour parler plus convivialement. Chez les fous, par exemple, vous n'allez pas avoir une évaluation fiable. Il peut vous tourner en bateau tout simplement parce que son mental n'est pas au point. Vous avez des échelles chez des personnes malentendantes. Vous avez des échelles chez les malvoyants. Voilà, tout a été étudié pour pouvoir évaluer la douleur chez tout le monde. Qu'il parle pas, qu'il soit en capacité d'abstraction ou pas, ça a été élaboré pour tout. Donc il y a une cinquantaine comme ça. Nous allons choisir, lorsqu'on est face à un type de patient, l'échelle la plus adaptée, qui nous permettra donc d'avoir l'évaluation la plus fiable et donc le choix du protocole thérapeutique le plus adapté pour lui. Parce qu'on ne traite pas sans évaluer. Pour ce qui est de la douleur, c'est l'une des rares situations en médecine, je dirais même l'une des seules, où on va traiter en fonction de l'évaluation. Et puis, c'est obligation de résultat immédiat, quasiment. Tant qu'il n'est pas soulagé, vous ne quittez pas le malade, il faut qu'il aille vous le quittez lorsque ça va. Il s'endort parce que c'est épuisant, hein, la douleur. Là, vous allez et vous prescrivez le traitement à l'équipe infirmière qui va rester à l'exécuter en ayant, bien évidemment, la possibilité de vous appeler, il est soulagé, il se replaint ou il dort trop parce que il peut être sensible maintenant et puis en force de répéter, il peut, notamment l'utilisation de la morphine et des opioïdes, ça peut les amener à s'endormir et même d'arrêter de respirer. Vous avez les échelles en soins palliatifs, les personnes en fin de vie, qui sont dans le coma. Vous avez des personnes qui sont en réanimation sous machine avec des comas artificiels. Il faut évaluer. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent d'évaluer cela. Donc, c'est vraiment plusieurs types d'échelles d'évaluation qui existent. Et à ces types correspond donc une méthode d'évaluation qui nous renvoie à des choix thérapeutiques bien précis. Alors, on va entrer dans votre cabinet. Vous recevez un malade. Oui. Comment ça se passe ? Alors, la première consultation, elle est longue. Il y a des malades qui sont tout froids. Absolument. Qui souffrent, mais qui sont tout froids. C'est le challenge. Il y en a qui arrivent en criant. Absolument. Il y en a d'autres qui viennent en transpirant. Absolument. D'autres encore en pleurant. Il faut rapidement obtenir la confiance de la personne. Qu'elle ressente en face d'elle quelqu'un qui comprend sa problématique, donc douloureuse notamment, et qui transpire, vraiment transpirer, c'est le cas de le dire, la capacité à apporter une solution à cette douleur-là. Mais c'est beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est d'abord votre sérénité, votre professionnalisme, la tonalité de votre voix, la manière dont vous êtes habillé, la manière... Vous êtes coiffé, bien évidemment. La manière dont vous allez l'accueillir, le faire asseoir, éventuellement l'allonger dans un lit. La manière dont vous allez lui parler et examiner et calmer. Dans un premier temps, lorsqu'il s'agit de douleurs
excessivement intense, il faut d'abord calmer. Parce que quelqu'un qui a mal, vous n'allez rien obtenir comme réponse. Donc, dans ce contexte-là... Quand vous dites intense, justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'échelle absolument. Au niveau de la douleur. Il y a des douleurs douces, il y en a qui sont extrêmement Alors, le professionnel difficiles à supporter. Aguerri, je me permets de me jeter des fleurs, le professionnel aguerri que je suis, on n'a parfois pas besoin d'utiliser une échelle, vous savez tout de suite que là, c'est intense. Vous avez quelqu'un qui vient, il s'est cassé une partie du corps, c'est évident qu'une fracture, ça fait mal. Bon, ne soyons pas non plus caricaturaux, mécaniques. Écoutez, il va vous envoyer pète. Donc, vous savez que ça fait très mal. Donc, on va directement à des calmants très puissants, à base de morphine. On le calme. Quand il est calmé, on vient l'interroger. À partir de ce moment-là, on peut rentrer dans sa vie plus facilement, du point de vue identitaire, on en a parlé tout à l'heure, du point de vue des attentes, du point de vue de sa profession, ainsi de suite. Et en ce moment-là, savoir qu'au-delà de l'opération qu'il va y avoir et des traitements adaptés par rapport à l'origine de sa douleur, il ne faudra pas qu'on néglige tel aspect de son identité. Je pense que vous me comprenez et que les téléspectateurs me comprennent. Donc ce n'est pas qu'une prise en charge malade égale, évaluation égale, c'est la caricature idéale. Mais à force, lorsque vous allez acquérir une certaine expertise dans le métier, vous finissez par savoir qu'on peut, pas sursoir, mais disons, passer outre pour d'abord calmer le malade et ensuite évaluer et rentrer dans sa vie. Parce que dans la prise en charge de la douleur, on rentre vraiment dans la vie du malade. Je prends un exemple, le torticolis. Tout le monde a eu un torticolis. Le torticolis, il y a certes l'explication anatomo-physiologique de la chose, c'est-à-dire le nerf d'Arnold. On a deux nerfs d'Arnold qui sortent à l'arrière de la tête, qui, à cause de l'irritation qu'ils vont avoir, vont contracter nos différents muscles du cou et les bloquer à tel point que nous soyons incapables de nous tourner à droite et à gauche. Très bien. Mais on sait aussi que beaucoup de torticolis sont liés à des conflits généralement sentimentaux avec son conjoint, et qui vont être somatiques, ou financiers, ou professionnels, et qui vont être somatisés au point d'entraîner cette contracture-là. Donc, au-delà de la médication que nous allons lui administrer, on va tenter de savoir de quel type de conflit il s'agit, que la personne cache. Et de prime abord, les gens aiment bien être fermés comme des huîtres, j'appelle ça comme ça. Et il faut aller chercher le couteau pour ouvrir l'huître. Mais il y a des techniques d'interrogatoire qui vous permettent d'interroger la personne pour pouvoir la mettre non seulement en confiance, mais à avouer ce qu'il a envie de cacher derrière cette manifestation pathologique. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir proposer des solutions beaucoup plus radicales, au-delà des médicaments à boire ou à prendre en piqûre. Vous allez être amené à lui proposer des solutions palliatives pour pouvoir harmoniser, recadrer un peu sa vie de couple, professionnelle, sa vie financière, parce qu'il y a des gens qui vivent mais endettés inutilement parce qu'il faut paraître, et la ramener à la raison, quoi, en quelque sorte, et rééquilibrer un peu sa vie pendant cette période-là. Donc ça, c'est vraiment très important. La première consultation dure parce que, encore une fois, l'identité joue énormément. Moi, ma consultation, je pense que c'est le cas de tous les collègues qui s'intéressent à la douleur, elle va durer au moins 1 heure. Vous avez non seulement la personne va vous dire « je m'appelle tel », elle va me donner... Donc vous ne consultez pas beaucoup de patients chaque jour. C'est 1 heure par patient. Oui, bien sûr. La consultation de la douleur, c'est pour cela si on fait cette spécialité ou si on l'exerce, on la pratique, vous allez avoir à peu près un malade à l'heure. Pour ce qui est de la première consultation, une fois que c'est acquis, les consultations de contrôle, elles vont plus vite. Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure maximum. Mais la première, elle est toujours la plus longue. Parce qu'il faut non seulement rentrer dedans, comme je vous ai dit en préambule, mais également adapter le traitement le personnaliser, à la carte. Ce n'est pas un traitement prêt à porter, c'est vraiment à la carte. Le paracétamol peut marcher pour tel type de douleur. La même douleur, chez une autre personne, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'a pas personnalisé le traitement. Effectivement, on ne peut pas en voir 20 par jour. Et puis, vous savez, en voir 20 par jour, je pense que, en toute honnêteté, après 10 malades, on est moins concentré, on est moins apte à apporter des solutions. Voilà. C'est pour ça qu'une bonne consultation,
tout au plus 12-15 malades, mais à partir du 10e, on commence déjà à ramer et à éprouver des difficultés, notamment dans la douleur, parce que c'est un transfert de douleur, en fait. Il faut que vous preniez sa douleur pour que vous puissiez mieux répondre à ses attentes. Il faut qu'il ressente qu'effectivement, le docteur a vraiment compris mon problème, et l'ayant compris, j'ai l'impression que vraiment ça le tient à cœur. Et donc, dans ces transferts, il y a de la spiritualité dedans, je ne vous le cache pas, effectivement. Dans ce transfert, vous repartez pas à la maison en voulant faire un jogging. Vous partez de chez vous en ayant vraiment épuisé votre énergie à vouloir trouver des solutions aux différents patients, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes installé qu'au service des urgences? Ah non, c'est bon. Les urgences, ça c'est ça, c'est pour poser la question concernant votre collaboration avec vos autres collègues, les autres médecins. À partir de quel moment on vous amène un malade et à partir de quel autre moment vous transférez ce malade-là à un autre spécialiste? Oui, alors tout praticien a une notion vague de la douleur. Quand je dis une notion vague, c'est-à-dire n'ayant pas eu la formation approfondie, il sait le basique qu'on doit utiliser devant toute douleur. En médecine, il y a la sémiologie, comme on dit, la sémiologie, la pathologie, la pharmacologie, tout ça, on l'enseigne. Tous les médecins qui sortent ont au moins ce basique-là. Donc, ils vont essayer des protocoles de base. C'est lorsque ces protocoles de base ne marchent pas, ou si le malade est d'emblée algique, c'est-à-dire manifeste une douleur de forte intensité, on sait que ce protocole habituel, basique, moi, praticien lambda, utilise, ne va pas marcher. Là, on appelle. Ça peut être en salle de réveil, au bloc opératoire, il vient de sortir de l'opération. Le malade, là, c'est le médecin anesthésiste. Parce qu'il faut aussi rappeler que la prise en charge de la douleur, c'est du domaine des médecins anesthésistes. Ce sont eux qui ont été les pionniers dans la plupart des pays, en Amérique du Nord, en Europe, notamment en France, et au Gabon. Quand je vais ailleurs, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les pionniers, ce sont les médecins anesthésistes. Donc, parce que nous vivons la douleur au quotidien. C'est vraiment notre quotidien, bloc opératoire, intervention chirurgicale égale douleur. Donc, on va y aller soit parce que le protocole a échoué, le basique a échoué, soit parce que c'est d'emblée aigu, ou soit alors parce que le malade lui-même, parce qu'il sait qu'il y a des compétences dans l'hôpital qui s'occupent de cela, va choisir d'aller consulter le spécialiste ou l'un des spécialistes chargés de la prise en charge de la douleur. C'est comme ça que nous sommes amenés... Encore faut-il qu'ils soient informés, qu'ils soient au courant. C'est vrai parce que c'est dans la plupart des CHU, en tout cas au niveau du Gabon, ça l'est. Vous me direz que le Gabon, c'est pas que les CHU, c'est vrai. Il y a du travail à faire. Je remercie d'abord votre chaîne de télévision de m'avoir invité pour essayer de vulgariser et faire connaître cette spécialité à la population. Parce que si la population n'est pas demandeuse, bien évidemment, elle sera dans cette ignorance qui fait qu'elle va penser que la douleur se gère en serrant les dents et en supportant jusqu'à ce que ça disparaisse, ou alors jusqu'à ce qu'un tradithérapeute, qui sont assez répandus en Afrique, lui apporte une solution interprétée à sa manière. Bien évidemment, c'est telle personne qui vous ouvre du mal, ainsi de suite, et puis bon, bref. Donc, pour ce qui est de Libreville, et notamment des hôpitaux universitaires, c'est assez bien, de plus en plus codifié. Pour le reste, je pense qu'il y a du travail, c'est nous, bien évidemment. C'est certainement aussi les décideurs, parce que des émissions comme celle-là, je pense qu'il en faudra. On a tendance, par temps de Covid, à penser que tout est Covid. J'ai rien contre. Au contraire, je prends les mesures barrières, je suis rentré chez vous masqué, vous êtes mon témoin. Mais tout est important en médecine. La santé bucco-dentaire, comme la douleur, comme l'ophtalmologie, tout ça est important. Sans l'ophtalmologie, je n'ouvrirai pas net. Si vous ne mangez pas bien, vous ne faites pas les immunoglobulines, donc les défenses qui permettent de lutter contre le Covid. Si vous n'entendez pas bien, bien évidemment, c'est un handicap qui fait que dans votre vie sociale, ça va... Voilà, tout est important. La période de crise fait que l'attention soit un peu plus portée sur le Covid. Mais ne négligeons pas les autres, parce qu'il y a toujours les accidents vasculaires cérébraux, il y a les crises cardiaques, il y a les appendicites, il y a des femmes qui accouchent, il y a des oreillons, il y a des angines, ainsi de suite. Tout ça existe. Il ne faudrait pas que, sortis du Covid, nous reprenions la vie à zéro comme au Moyen-Âge. Il faut que nous gardions il faut que la garde soit maintenue haute, comme à la boxe, pour que nous ne recevions pas ce coup de manière tout à fait innocente et de faiblesse. Il faudrait que, même dans le Covid, on peut avoir le Covid, être porteur et avoir sa rage de dents.
ben, il faut qu'on sache que si on a essayé l'aspirine pendant 2 jours, ça ne marche pas, il faut que j'aille voir mon médecin dentiste. Et la prise en charge de la douleur, elle est certes dans calmer et faire disparaître la douleur, mais également rechercher la cause, ce qui fait mal. Parce que c'est bien beau de taire la douleur, mais si la cause de ce qui produit la douleur n'est pas traitée, ben la douleur elle sera toujours là et la cause va s'aggraver. Et donc nous allons être dans un cercle vicieux où la cause entretient la douleur fait que nous ne soyons pas capables d'aller à l'hôpital parce que ça m'immobilise complètement, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions à un stade où peut-être nous ne pourrions plus traiter la cause. C'est ça qu'il faut éviter, ce cercle vicieux. Donc, le message de cela, c'est quoi, de cette partie? Si vous avez mal, pendant 2-3 jours, vous avez essayé les petits moyens, ça ne marche pas, allez voir votre médecin. Le médecin, même s'il n'a pas de formation, mais il a au moins, enfin, de formation antidouleur, mais il a au moins cette formation de base qui va lui permettre au moins de rechercher à identifier la cause. Et dès qu'il l'a, il va vous adresser. Et si les moyens qu'il va vous proposer dans l'immédiat ne suffisent pas, il peut appeler un médecin plus érudit dans la prise en charge de la douleur pour qu'il corse un peu plus le traitement avant d'aller voir le spécialiste, parce que les rendez-vous ne sont pas toujours au lendemain, c'est parfois à 2 mois, voire plus, selon le spécialiste en question. Oh, professeur, j'ai envie de parcourir avec vous quelques cas qui intéressent, je crois, le public. Commençons par une rage de dents. Est-ce que vous avez une collaboration avec les dentistes, les chirurgiens dentistes? Bien sûr, bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle, je prends un exemple type, ce qu'on appelle la névralgie faciale. C'est-à-dire que la face a un nerf, enfin, on est double, bien évidemment, de haut en bas, on est double. Donc, ce qui existe d'une moitié du corps existe dans l'autre. À part le cœur qui n'est que du côté gauche, en général, il y a des cœurs à droite, mais enfin, du côté gauche. Et même ce cœur, si on le fend, il est double. Bref, donc je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire par la névralgie faciale, c'est cette douleur qui va occuper une moitié du visage, qui fait excessivement mal, comme des décharges électriques, au point que les personnes pensent que c'est la fin du monde. Quand, j'en ai vu quelques-unes, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Et parfois, ces douleurs peuvent être dues à un problème bucco-dentaire. Donc, il va falloir calmer la douleur parce que sinon la personne, elle ne vous entend pas, elle ne vous écoute pas, elle n'a même pas envie de répondre. Il y a des médicaments pour calmer ce type de douleur-là. On calme la douleur et lorsqu'elle est calmée, on va interroger le malade, on va l'examiner pour pouvoir identifier la cause. Et lorsqu'on a identifié une cause bucco-dentaire, en ce moment-là, on appelle le collègue en lui disant « Voilà, j'ai un malade qui relève de ta compétence, je vais te l'adresser, voilà ce que j'ai fait. » Voilà. Et lui, il prend la suite. C'est valable partout. Alors, chez les femmes, par exemple, les femmes, on parle beaucoup de cette difficulté qu'on appelle, qui a été identifiée et qui s'appelle endométriose. Chaque mois, certaines femmes, quand elles ont leur menstru, eh bien, se retrouvent en difficulté avec comment on va dire ça, des douleurs intenses. Absolument. Alors, l'endométriose, pour parler... Et là-bas aussi, il y a une échelle. Oui, bien sûr. Au niveau de la douleur? Ça existe dans tout type de douleur, chez tout type de personnes, quelle que soit son identité et son niveau de culture. Ça, les échelles ont été faites. Elles portent des noms parfois, échelle de Beck, échelle visuelle analogique, échelle numérique. Enfin, en tout cas, il y a des échelles dans tous les sens. Alors, l'endométriose, c'est, si vous voulez, une partie de l'intérieur de l'utérus qu'on appelle la muqueuse, c'est là où l'enfant va se former. Cette partie de l'intérieur, chez certaines femmes, sous des conditions diverses et variées dans lesquelles on ne va pas rentrer là, cette partie va se détacher et aller se greffer sur une partie du ventre, de l'abdomen, généralement du petit bassin, mais de l'abdomen. Et en se greffant là, elle va se comporter exactement comme l'utérus qui est sous l'influence du cycle des hormones. Autrement dit, lorsque l'utérus est en période de menstru, cette partie qui s'est greffée dans l'abdomen va également rentrer en phase de menstru. Or, ce n'est pas sa localisation prévue, physiologiquement et anatomiquement prévue. Forcément, les organes ou l'organe sur lequel il s'est greffé va manifester un mécontentement. Encore une fois, j'essaie de simplifier les mots pour ne pas être très technique. Et elle va manifester ce mécontentement par des douleurs. Ça peut être une localisation ectopique, enfin ailleurs, qui est importante. On peut la voir en faisant des examens comme les cystoscopies. L'échographie ne la voit pas, ou généralement pas.
des PET scans, quand c'est tout petit, c'est des scanners par émission de positons, où on peut voir l'activité des cellules à ce niveau-là, on peut la localiser et utiliser certaines thérapeutiques, notamment de radiologie interventionnelle, quand c'est tout petit, pour pouvoir aller emboliser et la griller complètement. Ou éventuellement chirurgicale, si elle est très importante, pour aller l'enlever. Mais généralement, c'est très décevant. Donc, elle ne va arrêter d'avoir mal que lorsqu'elle est enceinte, ou à sa ménopause, c'est-à-dire lorsque l'utérus est, j'ai envie de dire, en mode pause. Pas de cycle, règle par règle, tous les mois. Donc ça c'est très difficile. Mais vous avez aussi d'autres types de douleurs. Alors comment vous gérez quelqu'un qui subit ce genre de douleur? Chaque mois, 3 à 5 jours de souffrance intense. Alors, dans ce cas-là, c'est très difficile parce que la douleur bave dans sa vie conjugale. Parce qu'il faut que le conjoint soit non seulement convaincu, mais accompagne son épouse dans ces douleurs-là. Donc qu'il comprenne, parce que ça peut être interprété de manière tout à fait fallacieuse. Bon, elle ne veut pas, elle a un amant, c'est pour ça qu'elle simule. Parce qu'on voit souvent des situations comme ça. Et de ce conflit, il va naître donc une situation aggravante de sa douleur. Il va faire en sorte que soit elle va serrer les dents en se disant bon, pour ne pas perdre mon conjoint, je vais accepter comme ça. Mais bon, c'est quand même assez difficile, étant donné qu'il y a quand même les menstrues qui sont là. Mais bon, tout existe dans la nature et on voit de tout à l'hôpital. Soit alors, ça va aller de manière conflictuelle au point de dire, bah, écoutez, cher ami ou mon cher époux, bah, tu peux prendre une deuxième. Mais elle va le dire sans avoir souhaité ça un jour. Elle voulait bien garder son mari pour elle. Et donc, elle va se retrouver dans une situation qui risque au fur et à mesure. Et celle qui va arriver, si elle est imprégnée de cette histoire, peut s'approprier cette situation pour pouvoir prouver à l'autre que moi qui n'ai pas ça, voilà, je suis la plus aimée, et donc le mari aura créé une situation conflictuelle qui va compliquer psychiquement la personne. Au point que même si on imagine qu'elle va rester là en toute aimante, en refaisant comme avant, mais elle sera quand même souillée de cette, j'ai envie de dire, de cet opprobre que la maladie aura apporté, et avec la maladie, le conflit familial et conjugal que ça aura entraîné. On est quand même un peu étonné que dans ce cas-là, il n'y ait pratiquement pas de calmant. Il y a des calmants, mais ça agit... Il faut aller peut-être à une chirurgie raide. On a beaucoup d'échecs. Je vais décevoir certaines des téléspectateurs qui malheureusement auraient ça. On a beaucoup d'échecs parce que généralement ce sont des localisations qui sont des microscopiques. Ça ne se voit pas. Parce que tout ce qui est difficile en médecine, c'est d'avoir la cause de la maladie. Dès qu'on a la cause, on peut savoir si on peut traiter, au bout de combien de temps et quel est le pronostic. Tant qu'on n'a pas la cause et qu'on cherche, on fait des pis-aller. Donc c'est malheureusement le cas, souvent dans le cas de l'endométriose. Et surtout, lorsque la partie qui est allée se greffer ailleurs que dans l'utérus va manifester, elle crée une inflammation locale. C'est-à-dire tout se met à gonfler, comme s'il y avait de la flamme, hein, pour parler plus convivialement, comme s'il y avait de la flamme au niveau de cette zone du ventre. Et donc, les anti-inflammatoires sont très peu efficaces. Très peu, je dis bien efficace dans ce cas-là. On va administrer de la morphine, mais c'est vraiment casser le thermomètre pour soigner la fièvre, parce que la morphine, elle va endormir la personne, mais elle n'est pas très active par son mode de fonctionnement sur ce type de douleur-là. Et puis c'est cher payé de devoir utiliser la morphine parce que cette femme, il faut qu'elle aille au travail. Même si elle est femme au foyer, il faut bien qu'elle s'occupe de son foyer. Et donc ça va beaucoup handicaper. Donc sur le plan économique, conjugal ou sur le plan économique par rapport à une entreprise qu'elle dirige ou dans laquelle elle travaille, ça va peser lourd. Ça fait partie des échecs thérapeutiques qu'on a. Il y a des douleurs comme ça sur lesquelles, pour l'instant, la médecine est efficace de manière vraiment infime, quoi. Ça apporte très peu de solutions. Bien, on va rester dans le cas des femmes et parler par exemple de grossesse. Il existe des grossesses qui sont peut-être sans douleur, je ne sais pas, mais dans la plupart des cas, on voit la femme qui se plaint pratiquement du début jusqu'à la fin, selon l'intensité. Et la fin, c'est l'accouchement, toujours très douloureux. Oui. Alors, le plus intéressant, c'est la douleur de l'accouchement, parce que les douleurs pendant la grossesse, on est très gêné. C'est vraiment le mot qu'il faut. On est très gêné parce que tous les médicaments qu'on peut administrer à la maman passent chez l'enfant. Autant
la maman est adulte, donc son corps sait faire face à la présence des médicaments dans le corps, autant celui de l'enfant qui n'est qu'en formation peut être non seulement incapable, mais être modifié dans sa formation et entraîner des malformations. C'est pour cela qu'il y a très peu de médicaments antidouleurs qu'on peut, médicaments en général et antidouleurs en particulier, qu'on peut administrer la fleur aux dents à une femme enceinte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais Dieu merci, ce ne sont que des douleurs qui ne sont pas particulièrement atroces. Ces douleurs, on les voit surtout à partir du 7e mois, en fait, dans le dernier trimestre de la grossesse. Ce ne sont pas des douleurs très atroces. Par contre, la douleur de l'accouchement, elle est très atroce parce qu'elle a été mesurée. Encore une fois, à les échelles, elle a été mesurée par... C'est l'une des plus grandes douleurs? C'est l'une des plus grandes douleurs parce qu'on l'a mesurée... Et des fois, la femme perd la vie en donnant la vie. Alors, vous ne faites pas si mal de le dire, parce que dans la France du Moyen-Âge, une femme qui accouchait, parce que bon, il n'y avait pas les hôpitaux partout, hein, qui accouchait, on comparait cette femme à un soldat qui va en guerre. Et cette philosophie a été beaucoup développée pendant les 2 guerres mondiales, où une femme qui va accoucher, on ne sait pas si elle va revenir vivante. Parce qu'il y a tous les accidents de l'accouchement, au-delà de la douleur, hein, les hémorragies, les déchirures, et que sais-je, que sais-je. Donc, cette douleur qui est comparable à celle d'une amputation à vif, ça a été mesuré par un savant qu'on appelle Melzack, s'appelle comme ça, donc qui l'a comparé à celle d'une amputation. Donc, vous imaginez, on vous dit de poser votre doigt quelque part et on vient couper avec une guillotine, ça doit faire mal. Donc, la douleur de l'accouchement n'est pas une fatalité, encore une fois, parce que la culture fait que, même dans les grandes villes, même dans les grandes villes des pays occidentaux comme Marseille, il y a des communautés pour lesquelles la péridurale, ils ne veulent pas en entendre parler. Et elles ne veulent pas en entendre parler. Parce que, tout simplement, la grand-mère a accouché comme ça, la mère a accouché comme ça, il n'est pas question que tu n'accouches pas comme ça. Et puis, c'est prouver également ta bravoure. Alors, dans la France du Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle, on disait que c'était comme pour manifester la passion du Christ. Puisque la France est catholique, donc, enfin, majoritairement catholique. Il faut nuancer. Donc, si vous arrivez à faire face à cela, c'est que quelque part, vous êtes capable de témoigner votre foi chrétienne, puisque le Christ a eu la même chose, sinon plus, donc il n'est pas question que vous n'ayez pas plus. Donc, moyennant quoi, beaucoup de jeunes femmes venaient, non, pas de péridurale. Jusque dans les années 2000, hein, je vais faire des remplacements encore en France, vous avez des jeunes femmes qui arrivent en disant non, maman ne veut pas parce que la maman l'accompagne, ou la grand-mère a dit que parce que c'est elle qui l'accompagne, ou elle est dans le lot. Je pense que c'est un tort parce qu'on n'a pas le droit de souffrir alors qu'on a les moyens actuellement de ne pas souffrir. De ne pas souffrir et de calmer cette douleur-là. Dieu merci parce que cette souffrance, elle est temporaire. Elle va durer quelques heures. Et je peux vous dire qu'une femme, autant elle peut maudire la terre entière à cause de cette douleur au moment de l'accouchement, autant dès qu'elle a accouché, elle a oublié, elle est prête à reprendre une grossesse dans les mois qui suivent. C'est comme ça, ça en est ainsi. Mais il y a la péridurale. Tomber sur un anesthésiste qui sait la faire, poser une péridurale, ça dure 5-10 minutes. Vous êtes dans un confort tel que vous pouvez lire un journal. Dans certains pays occidentaux, et surtout les pays de l'Est, la Russie, la Roumanie, on peut même faire déambuler une femme qui accouche. Ça accélère l'accouchement, mais on ne peut pas le faire chez une femme qui a mal. Parce que ce sera inconfortable de se déplacer avec une perfusion et une douleur qui vous embête. Tandis que lorsque c'est bien calmé, avec votre maman, avec votre sœur qui vous accompagne ou votre grand-mère, vous pouvez vous balader dans les couloirs et vous faites examiner toutes les 30 minutes, toutes les heures selon l'avancement du travail et venir accoucher quasiment la fleur aux dents en prenant votre bébé. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est à chacun de choisir. Vous conseilleriez aux femmes enceintes d'accoucher sans douleur? Moi, c'est un conseil que je leur donne. Parce qu'on a ces moyens actuellement, il n'est pas question de se faire opérer à vif, par exemple. Alors, s'il n'est pas question de se faire opérer à vif, pourquoi accepte-t-on d'accoucher à vif ?
alors qu'on a les moyens. Qu'une femme qui est dans une campagne perdue au fin fond de je ne sais quel village africain le fasse, je peux le comprendre, parce que non seulement elle n'a pas la culture, mais l'hôpital et la compétence n'y est pas. Mais une qui est en plein centre de Libreville, d'Abidjan, de Cotonou, de Yaoundé, je ne vois pas pourquoi elle se priverait de ce luxe-là, enfin de ce luxe, de ce bonheur. C'est vraiment un bonheur. Alors donc, professeur, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais je voudrais qu'on reste encore avec les femmes pour parler cette fois-ci d'excision. Au niveau de l'excision, est-ce que c'est seulement la douleur qui est provoquée par cet acte qui fait que, on le considère comme un acte répréhensible? Non, je pense que c'est... Il y a aussi la culture, je crois. Mon avis, c'est inhumain. Parce qu'il ne fallait pas que la femme ait du plaisir. On est sans ignorer que le clitoris est un organe sensible du point de vue du plaisir qu'il apporte pendant le rapport sexuel. Bref. J'ai pas lu beaucoup d'écrits sur l'évaluation du plaisir chez les femmes qui ont... je dirais pas bénéficié, mais qui ont subi, l'excision. J'ai pas eu peut-être par pudeur, les gens n'osent pas mener des études comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? La douleur a ceci de particulier, c'est qu'elle est en miroir avec le plaisir. Ce qui fait plaisir coupe la douleur, et ce qui fait mal coupe le plaisir. Donc, quelque part, pour soigner efficacement une douleur, il faut non seulement la couper avec les médicaments et tout, mais il faut créer des circonstances de plaisir. La musique, par exemple, la musique fait partie des outils antidouleurs. Donc, les expériences de neurosciences ont prouvé beaucoup de choses. Si vous prenez, les laboratoires ont fait l'une des expériences que je vais vous donner rapidement, en quelques mots. Ils ont pris 2 lots de chiots. Des chiots de 20 dans chaque lot, et ils les ont mis dans un couloir avec une plaque électrique au milieu du couloir. Donc, au bout du couloir, il y a quelqu'un qui les fait partir dans le couloir, et à l'autre bout, il y en a un qui les appelle. Il y a sur un lot, des chiots ont reçu une décharge électrique, donc quelque chose de désagréable, et sur l'autre lot, ils n'ont pas reçu de décharge électrique. Et à terme, lorsqu'on suit l'évolution de ces chiots, quand ils deviennent chiens, enfin adultes, tous ceux qui ont eu la décharge électrique ont peur de l'homme toute leur vie. C'est comme ça. Et ceux qui n'ont pas eu de décharge électrique sont plutôt des amis de l'homme. Autrement dit, par rapport à l'excision, j'aurais souhaité voir l'évolution, enfin avoir une étude sur l'évolution de ces femmes, quel plaisir elles ont vis-à-vis des hommes en général et des exciseuses en particulier. Je le dis d'autant plus que nous tous, quand on a été circoncis dans les villages ou même dans Libreville traditionnellement, celui qui vous a circoncis, quand vous le croisez, à distance, vous commencez à pleurer et même vous prenez la direction opposée à la sienne. Donc, l'excision, il y a ce que nous venons de dire, mais il y a également l'impact psychologique qui serait intéressant à étudier du point de vue de la douleur, parce que ça se fait à vif. Et puis, je suis sûr, dans les conversations féminines, elles doivent se dire, moi je ressens ceci, cela, qu'elle doit ne pas ressentir du simple fait qu'il lui manque une partie d'elle. Et voilà, cette problématique, je ne sais pas, je n'ai pas lu, j'ai cherché, j'ai fouillé, mais je n'ai pas vu de personne qui ait fait une étude sur l'impact de l'excision par rapport à la douleur sur les... Et une excision avec anesthésie? Déjà, elle ne doit pas se faire. Et non pas ça, parce que c'est une partie essentielle et importante. C'est comme si, je parle embryologiquement, le clitoris, c'est le gland de l'homme. C'est imaginer qu'on doit enlever le gland à un homme. C'est inimaginable. Enfin, on a une culture machiste, le monde est macho, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas s'imaginer qu'un homme, on lui propose l'amputation du gland. Mais c'est ce que nous, certains humains se sont permis de faire à des femmes. Je trouve pas ça, c'est mon point de vue personnellement, je trouve pas ça sérieux. Et si on le faisait par ignorance, encore qu'ils savaient qu'en enlevant ça diminuait le plaisir ou ça le coupait complètement, ce serait souhaitable que les gens reviennent à la raison, quoi. Alors pour boucler la boucle, j'ai envie de parler d'euthanasie. Il se trouve que pour couper définitivement la douleur, on est obligé des fois de faire appel à l'euthanasie. C'est-à-dire abréger la vie, mais abréger d'abord la douleur. Alors, il y a 3 volets dans votre question. Le premier volet, c'est que toute fin de vie est associée à de la douleur, quelque part. Toute fin de vie, dans les soins palliatifs. Et les soins palliatifs, justement, qui sont toute une spécialité, qui sont une spécialité de la prise en charge de la douleur, la nécessité de couper puissamment la douleur est là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que l'euthanasie
en elle-même, pour ce qui me concerne personnellement, je vous donne mon avis, je ne veux influencer personne, je ne souhaiterais pas qu'on s'acharne sur moi. Si je devais être dans une situation où, non seulement je ne peux pas décider, mais où il n'y a aucune réversibilité de ma situation de malade dans un lit. Je ne souhaiterais pas qu'on s'acharne, à défaut de m'euthanasier, mais qu'on me laisse partir sans s'acharner, en utilisant le minimum de moyens possibles. Après, chacun trouve, parce que c'est un sujet pour lequel nous avons organisé des tables rondes, des conférences, ici à Libreville, c'est un débat sans fin. Et puis, je ne vois personnellement pas la nécessité de maintenir quelqu'un en vie, pas parce qu'il n'est plus productif sur le plan économique, mais je pense que beaucoup de mes collègues ou beaucoup de personnes dans la société qui défendent le coûte que coûte pour la vie n'ont pas encore vécu l'euthanasie. Certains, je leur dis, je vous prête une blouse, on va dans un service de soins palliatifs, il y en a à l'ICL, à l'Institut de cancérologie de Libreville, vous allez voir ce que c'est que la fin de vie. C'est très désagréable de fixer en face quelqu'un pour lequel vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, qui, parfois même avec des protocoles puissants antidouleurs, continue parce qu'il y a un effet d'épuisement de la morphine au bout d'un certain et des opioïdes, mais vous devez la regarder en face et être capable de lui proposer des solutions. La solution n'est pas la solution finale, c'est-à-dire l'euthanasie, la tuer, mais généralement dans ces cas-là, elle n'a plus envie. Parfois, c'est elle-même qui vous le demande. Il m'est arrivé de prendre en charge des fins de vie, même à la maison, au quartier. Je ne les euthanasiais pas, Dieu merci, parce que ce n'est pas ma vocation. Je vous ai donné mon avis personnel, mais le fait de les avoir accompagnés dignement, parce qu'une fois que vous calmez la douleur, la personne écrit son testament, dit quel enfant restera avec telle ou telle chose en termes d'héritage, on m'a souvent remercié. Bon. Donc ce deuxième volet est celui-là. Ensuite, maintenant, la douleur du point de vue de l'éthique, dans la situation de fin de vie, calmer la douleur. À partir du moment où on commence à la calmer, on ne sait pas jusqu'où on pourrait s'arrêter. C'est-à-dire, on va utiliser des opioïdes, donc les médicaments antidouleurs les plus puissants qui soient. Ils ont l'avantage de calmer la douleur, mais ils ont l'inconvénient de risquer d'arrêter la respiration de la personne, donc de précipiter la mort. Donc, il faut déjà, dès le départ, avertir la famille et le malade. Voilà, je vous propose tel protocole, telle stratégie. Sachez que nous risquons d'être confrontés à un moment donné à telle situation. Après, il fait, ou la famille, elle fait le choix. Donc, vous commencez le traitement. Et jusqu'à ce que ça arrive. Et quand ça arrive, les gens soit ont adhéré, donc sont préparés, soit elles ne sont pas préparées. Parfois, on est amené à appeler le SAMU pour les amener rapidement à l'hôpital, les mettre sous oxygène, pas pour empêcher que ça continue à agir, mais tout simplement qu'ils ne soient pas là à assister impuissamment à la mort. Je me permets de vous apporter une petite... je vais vous édifier sur un aspect. L'euthanasie est connue depuis longtemps. Même les pygmées, je veux dire, les pygmées, nous sommes dans des pays pygmées. En cas, c'est une formule qui déclenche voilà, de nombreux débats. Les pygmées, Lévi-Strauss, qui est un grand anthropologue, je pense le plus grand de tous les temps, jusqu'à maintenant, a écrit là-dessus. Les pygmées pratiquaient déjà l'euthanasie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre comme ça. Il y a les philosophies, voilà, les philosophies, des débats de salon où non, moi je suis pas... Hein. D'accord, ok. Mais vous faites quoi exactement? Il faut continuer à soigner, mais soigner quoi? Qui? Les débats sont ouverts. Je pense que il y a des considérations religieuses, il y a des considérations éthiques, il y a des considérations philosophiques, il y a tout type de considérations. La mienne, je vous l'ai donnée, et je n'ai pas envie de dire que dans tous les services de réanimation du monde se pratique l'euthanasie à un moment ou à un autre. Peut-être pas active, mais passive. C'est-à-dire, on ne va pas injecter un produit létal. En revanche, on ne va pas forcer sur les soins. Et on va laisser la nature faire les choses. Parce qu'on sait qu'on est battu, hein, heureusement, parce que nous serions des dieux. On est battu, et quand on sait qu'on est battu, ben, ça ne sert à rien, vous êtes mené 10-0, et il reste 2 minutes à jouer. Je ne sais pas comment vous pouvez égaliser, quoi. Pour caricaturer, donner une image. Donc, quand on est dans cette situation, on se dit, bon, à quoi bon? On attend juste la fin du match, on va dégager le ballon comme on peut, pourvu que le match finisse, et puis on va aller féliciter les autres. Parce qu'on ne sera jamais des dieux.
hélas. Nous allons boucler notre entretien. Nous espérons que notre public a marqué un intérêt pour tout ce que vous avez dit. Nous étions à la découverte de l'algologie. C'est la science qui étudie la douleur et c'est un domaine qui touche à tous les secteurs de la médecine. Alors, nous allons boucler par le point par lequel nous avons démarré, l'intérêt, le grand intérêt de l'algologie dans la gestion de la santé des êtres humains. Je pense que c'est un problème de santé publique. Quand je dis que c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet de dispositions légales, comme chez les autres. À savoir que lorsque vous allez dans un hôpital occidental, vous n'entendrez plus les gens pleurer. C'est à croire que les gens n'ont pas mal dans ces hôpitaux-là. C'est quelque chose qui m'avait bluffé la première fois que j'allais en Occident au début de mes études médicales. De la même manière que je ne croisais pas les morts. Comme chez nous, vous voyez une pompe funèbre venir chercher, c'est choquant. Donc je me dis, les gens n'ont jamais mal ici, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'on anticipe sur la manifestation, voire l'éclosion de la douleur. Donc je pense que ce problème de santé publique mérite un peu plus d'attention de la part des décideurs, de telle manière à ce que ça soit au-delà de ce que nous faisons, nous essayons de le faire au niveau de la faculté de médecine, mais que ça soit quelque chose de général. Parce que le Gabon, ce n'est pas que Libreville, le Gabon, ce n'est pas que les CHU, et même Libreville, ce n'est pas que les CHU, il y a les cliniques, mais que tout le monde soit imprégné de cela, parce que la douleur est présente dans toutes les maladies. Soit au début, soit à la fin. Je vous prends l'exemple des 5 principales maladies que nous connaissons. La drépanocytose. Drépanocytose égale douleur. Les drépanocytaires vous en parleront, ou leur famille, c'est ce qu'ils redoutent le plus. Le paludisme, la moitié des dépenses du paludisme, ce sont les médicaments antidouleurs. Ça a été publié par le professeur Koki de Yaoundé. C'est en ligne, c'est un travail qui a été fait en ligne. Ensuite, vous avez le cancer. Vous avez à peu près 1000 cas de cancer, 1000 nouveaux cas de cancer au Gabon tous les ans. Cancer égale douleur. L'équation, elle est facile. Les interventions chirurgicales. J'ai les statistiques de l'hôpital du CHU d'Ovendo où je travaille et de l'hôpital général. L'hôpital général fait à peu près pas loin de 10 000 interventions chirurgicales l'an. L'hôpital Lovendo fait autour, il est tout récent, il monte en puissance, nous sommes autour de 6 000 interventions chirurgicales l'an. Rien que ces deux, ça fait 16 000 personnes qui vont être confrontées à la problématique de la douleur. Si vous y ajoutez les autres hôpitaux, et de Libreville et de l'intérieur, ça fait beaucoup de personnes qui vont être concernées par la douleur. Donc ça, c'est le 4e cas. Et puis, le dernier cas, c'est le cas de l'accouchement. Les femmes accouchent. Elles accoucheront toujours, Dieu merci, parce qu'il faut renouveler la population. Est-ce qu'on a le droit de les laisser dans cette situation? Non. Donc, je pense que ce problème de santé publique doit être pris le plus tôt possible en compte, de telle manière à ce que les formations, les mises à disposition de techniques et de médicaments antidouleurs soient la plus large possible et que tout le monde puisse en bénéficier. Merci beaucoup, professeur Pierre Nzogé Nguema. Vous êtes anesthésiste, vous êtes réanimateur, mais on a surtout parlé de cet autre aspect de vous, qui est que vous êtes algologue. En tout cas, nous savons que nous avons appris beaucoup de choses et vous avez terminé par un élément très important. Eh bien, la douleur est un problème de santé publique et il faut la prendre telle que vous l'avez présentée et mettre tout ce qu'il faut pour que les patients soient le moins éprouvés possible. Exactement. Merci encore de votre attention. Merci aussi à vous d'être venus. Nous espérons vous retrouver et nous nous retrouverons pour un autre numéro du talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Portez-vous bien.